Oui, en fait, c'est une loi cadre qui s'applique essentiellement aux organismes publics, aux ministères du gouvernement du Québec. Et c'est une loi qui est assez méconnue, qui en fait, grosso modo, définit ce qu'est le développement durable en proposant notamment 16 principes, dont d'ailleurs la préservation de la biodiversité, dont il est question dans un des articles. Et il y a aussi, dans le cadre de cette loi, une stratégie du gouvernement, une stratégie québécoise donc, de développement durable que les organismes publics doivent appliquer, doivent respecter. Et pour cela, ils font des plans, ce qu'on appelle des plans d'action en développement durable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces plans? Ben, c'est des objectifs, des indicateurs, des mesures qui ont été mises en place. Et le but, c'est donc de faire une sorte de suivi de l'engagement en matière de développement durable des différents organismes publics québécois à travers ces plans et à travers des rapports annuels de gestion des organismes publics, un rapport annuel qui ne couvre pas seulement le développement durable, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant aussi avec cette loi, c'est qu'il y a une vérification qui est faite par le commissaire au développement durable, qui joue en quelque sorte un rôle d'auditeur. Donc, il va auditer des organismes publics à période régulière. Évidemment, ils ne les auditent pas tous chaque année, ce serait trop long. Et ce qui est intéressant aussi avec cette loi, c'est que finalement, elle favorise l'intégration, enfin, elle est supposée favoriser l'intégration et le développement durable au sein de l'administration publique au sens large. Donc, ça veut dire que le développement durable n'est pas seulement la responsabilité, si vous voulez, du ministère affecté à ces questions, ministère qui change d'ailleurs régulièrement de nom. Actuellement, je pense que c'est environnement et lutte au changement climatique, si je ne m'abuse. Mais donc, c'est une bonne chose parce que, on y reviendra sans doute dans la discussion, mais les moyens qui sont mis en place au service, disons, des enjeux de développement durable par ce ministère sont quand même relativement limités. Donc, ça permet en théorie d'intégrer vraiment le développement durable dans les différents organismes publics qui sont supposés euh, avoir un rôle d'exemplarité, je dirais, aux yeux du public, de la population, etc. Peut-être pour ajouter, pour préciser, c'est environ entre 100 et 115 organisations publiques qui sont touchées directement par la loi. Cependant, il y avait également à l'origine l'idée d'exemplarité qui a été mentionnée par Olivier, et notamment en tout ce qui se concerne le réseau de l'éducation, le réseau des municipalités, et également le réseau de la santé. Alors, l'objectif, c'était que l'intégration du développement durable au niveau de ces organisations-là ait un effet de levier sur l'ensemble des réseaux euh, qui sont touchés également par l'administration publique de façon plus large. On peut le voir de façon continue, c'est-à-dire qu'il y a eu une première étude où on s'est vraiment intéressé uniquement au départ aux rapports qui ont été produits dans le cadre de la première stratégie gouvernementale. Alors, l'objectif ici, c'était de voir est-ce que les plans d'action, il est possible de suivre les résultats à travers le temps, notamment. Et dans le cadre de la première étude, on avait trouvé beaucoup de problèmes, des problèmes notamment au niveau de la transparence. Alors, il y avait des données qui étaient tout simplement pas présentées, par exemple, dans les rapports annuels de gestion. Il y avait des indicateurs qui disparaissaient comme par magie dans le processus à travers les années. Et après, il y avait également aussi tout un volet qui était au niveau de la conception des indicateurs de mesure. On se rendait compte qu'il y avait des confusions théoriques. Alors, des fois, qu'est-ce qui devait être un objectif était devenu un indicateur. Qu'est-ce qui était des actions était complètement, après ça, déconnecté de ce qu'elles devaient être au départ. Alors ici, c'est tout le décalage entre la mesure initiale et la réalité qu'on voyait qui était pratiquement impossible pour toutes les parties prenantes à l'externe de suivre la performance à travers le temps. Dans la deuxième étude, on est allé plus précis. Alors, on s'est intéressé au dossier de la biodiversité et on était dans la deuxième stratégie, la stratégie 2015-2020,
qui est encore une fois prolongé en 2021 et puis probablement encore une partie de 2022. Et là, on s'est rendu compte que beaucoup d'organisations auraient dû avoir des engagements au niveau de la biodiversité, mais elles n'en ont pas prises. Ça a été un des premiers constats. Mais après, on s'est rendu compte qu'on assistait à beaucoup de recyclage d'actions. Alors, c'est des choses qui étaient déjà prévues dans l'organisation d'être mises en place et on ajoutait ça dans le plan d'action développement durable. Alors, on n'était pas dans un principe d'additionnalité. Sans le plan d'action sur le développement durable, l'action aurait eu cours de toute façon. On a également remarqué que beaucoup de mesures, des résultats étaient également décalés avec la réalité. Mais ce qui a vraiment fait une différence par rapport à la première étude, c'est que dans les entretiens, on a été capable de déterminer ou d'avoir certaines explications par rapport à ces comportements-là. Alors, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas des comportements non voulus, c'était vraiment des comportements souvent délibérés. Alors, de manquer de précision dans les indicateurs, donner de la marge de manœuvre, par exemple, au niveau de la reddition de compte dans un deuxième temps. On s'est rendu compte aussi que le fait de prendre des engagements symboliques était fait sur une base volontaire, alors que les problèmes de transparence n'étaient pas tout simplement liés à un manque de bonne volonté, mais qui étaient également pris. C'était une décision des décideurs de manquer de précision et de laisser euh, une marge très importante au niveau des interprétations. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, moi je dirais que en fait, bon, c'est un problème évidemment qui touche la plupart des principes de développement durable de la loi québécoise sur le développement durable. Donc il y a clairement un manque d'exemplarité de la part du gouvernement. Et dans l'article sur la question de la biodiversité, on a observé ce problème donc plus particulièrement concernant cette question qui est fondamentale pour remarquer qu'il y avait quelque chose comme 20% finalement des organismes publics qui divulguaient des informations. Et en plus, lorsqu'ils le faisaient, c'était souvent extrêmement vague, extrêmement flou, alors même que la biodiversité est un enjeu majeur pour à l'échelle planétaire et pour le Québec. Un élément peut-être intéressant, c'est que dans les études antérieures, on avait trouvé des problématiques similaires au niveau des entreprises, que ce soit dans le secteur de l'énergie, dans le secteur minier. Mais au niveau de l'État, où que l'exemplarité est au centre de l'intervention, on ne pensait pas que le problème serait aussi important que dans les entreprises privées. Oui, surtout que là, il s'agit finalement d'une loi, n'est-ce pas? Donc, on pourrait supposer que justement le gouvernement applique les règlements qu'il met en place. Ce n'est pas une loi qui s'applique aux entreprises privées, c'est vraiment une loi qui est au niveau de l'administration publique québécoise. C'est une bonne question, hein, comme on vient de le dire. Donc, c'est une loi qui s'applique au gouvernement et les conséquences, finalement, il y en a relativement peu, il faut le dire. Le vérificateur développement durable fait des vérifications. Donc, dans ses rapports, régulièrement, il souligne le manque d'engagement en matière de développement durable, les lacunes. Est-ce que après les conclusions du commissaire, comment dirais-je, sont suffisamment relayées dans les médias? Est-ce qu'elles sont suffisamment connues du public? On peut en discuter. À mon avis, il y a un manque de connaissance de cette loi. Il y a un manque de connaissance de la difficulté du gouvernement à appliquer les engagements qu'il a pris en matière de développement durable. Ce qu'on observe, ça c'est très intéressant dans le domaine du changement climatique, c'est qu'il y a de plus en plus de poursuites à l'encontre des gouvernements par différentes associations, organismes. Et ça se produit surtout, comment dirais-je, en lien avec les changements climatiques.
Donc, par exemple, il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était Environnement Jeunesse qui avait fait une action euh, contre le gouvernement fédéral du Canada pour son inaction en matière climatique. En France, il y a eu une campagne qu'on a appelée l'affaire du siècle et qui réunit bon, toutes sortes d'organismes de protection de l'environnement. Je pense qu'à Greenpeace, là-dedans, Oxfam, etc., pour, ici encore, poursuivre le gouvernement français contre son manque d'action en matière climatique. Donc, on voit ce genre de mouvement qui est susceptible de faire bouger les choses parce qu'il y a un fort souci de légitimité sociale au niveau du gouvernement, surtout quand on parle de questions comme les changements climatiques et le développement durable, qui sont une des principales préoccupations actuellement du public. Je rappelle que la plus grande manifestation recensée au Canada a eu lieu il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était en 2019, à Montréal. On a recensé plus de 500 000 personnes qui défilaient pour le climat. Donc, il y a quand même là une forte pression. Et on voit aussi des poursuites de plus en plus par rapport au greenwashing. Alors, c'est vrai que ça s'applique surtout au niveau des entreprises, mais il y a aussi du greenwashing au niveau des organismes gouvernementaux. Hein. Le greenwashing, c'est-à-dire des exagérations dans les affirmations d'engagement, de performance de ces organismes. Il y a eu en 2021 une poursuite intentée contre Chevron, donc une entreprise pétrolière. Il y a eu récemment une action en justice aussi contre Shell, hein, qui est encore une fois un groupe pétrolier qui a pris toutes sortes d'engagements hein, dans le domaine climatique. Mais l'action donc, a été menée par plusieurs ONG visait justement à pousser Shell à respecter ses propres engagements, ce qu'il ne faisait pas. Hein. Et alors, ce qui est étonnant dans ce cas-là, c'est que le juge, je pense que ça se passe aux Pays-Bas, a donné raison aux ONG et a comme condamné Shell à appliquer ses engagements climatiques. Alors, Shell est en train de faire appel, je ne sais pas jusqu'où cette affaire se rendra, mais là, on voit vraiment qu'il y a des pressions de la part de la société civile. À ma connaissance, il n'y a pas eu ce genre de démarche au niveau du gouvernement du Québec, mais on pourrait tout à fait l'imaginer parce qu'effectivement, ce qu'on a observé avec David, c'est un décalage finalement entre les engagements que prennent les organisations publiques et leur réalisation. Et on l'a observé encore une fois dans les principales dimensions du développement durable, mais plus particulièrement concernant la biodiversité, parce que c'était l'objet d'une étude spécifique. Puis, étant donné le vaste territoire du Québec, hein, qui est quand même, je pense, 3 fois la France, c'est énorme, il y a énormément d'espèces qui sont menacées. Compte tenu des enjeux de biodiversité, je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, L'attention est très centrée sur les changements climatiques, mais selon un rapport récent qui a été fait dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, il y a près de 70% de la faune sauvage planétaire qui a disparu entre 1970 et 2016. C'est quand même énorme, c'est extrêmement inquiétant. Et donc, à mon avis, il y a matière à sonner la sonnette d'alarme de la part des groupes de pression, des ONG et du public en général. Puis nous, en tant qu'universitaires, à ce niveau-là, je pense qu'on a aussi un devoir d'indépendance, un devoir d'esprit critique. Et je pense qu'il faut sortir de sa tour d'ivoire et essayer de partager ce genre d'informations au public. C'est ce qu'on fait présentement. Un petit élément en complément des propos, juste pour dire aussi que le gouvernement du Québec a été poursuivi par certaines entreprises, notamment la compagnie Strateco pour 192-193 millions parce qu'elle refusait de donner des permis d'autorisation pour l'exploitation minière. Et à ce moment-là, dans le jugement, la loi sur le développement durable, notamment tout ce qui concerne l'acceptabilité sociale, la consultation de la population, a été mobilisée pour justifier le refus du gouvernement du Québec d'aller de l'avant pour les permis d'autorisation. Alors, dans plus d'une trentaine de cas, la loi sur le développement durable a été utilisée également pour des jugements pour justifier la position du gouvernement par rapport au développement de certains projets.
Aussi, je pense qu'il faut se le rappeler, puis ça, c'est un enjeu majeur, c'est que la loi du développement durable a été adoptée en 2006 avec un esprit d'une loi à coût zéro, alors que tous les ministères et les organismes qui sont soumis ne reçoivent pas d'argent pour mettre en place la loi ou les obligations. C'est fait sur une base, ils doivent le faire, c'est une obligation, mais il n'y a pas de ressources, exemple, financières qui vont avec la loi. Alors tout ça, ça soulève énormément d'enjeux, surtout qu'on parlait tantôt des 16 principes de la loi, mais normalement, quand on adopte un projet, on doit toujours prendre en considération les 16 principes. Alors, par exemple, le développement d'un troisième lien entre Québec et Lévis devrait faire l'objet d'une analyse de la durabilité et devrait être capable d'être positionné en lien avec les principes de la loi sur le développement durable. Parce que sinon, le gouvernement s'expose justement à ce qu'Olivier mentionnait, à certaines poursuites, de démontrer justement la durabilité des différents projets structurants adoptés par les gouvernements. Oui, ben, c'est une critique qu'on a souvent fait concernant le développement durable, qui veut un peu tout dire, puis quand quelque chose veut tout dire, ben, ça ne veut plus rien dire du tout finalement. Mais c'est une critique qui est quand même de moins en moins vraie, je pense. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a quand même énormément d'indicateurs et d'informations sur le développement durable, ce qui n'avait pas nécessairement quand ce concept est né dans les années 80, et ce qu'on n'avait pas nécessairement non plus lorsque la loi québécoise sur le développement durable a été mise en place. Donc, aujourd'hui, on a quand même une idée beaucoup plus claire d'indicateurs, de cibles. D'ailleurs, il y a par exemple les objectifs de développement durable de l'ONU qui proposent toutes sortes d'objectifs généraux. Je pense qu'il y en a 16 ou 17 au départ, mais il y a aussi plusieurs cibles plus spécifiques. Et ces objectifs ont été définis à partir comment dirais-je, d'une vision euh, très large, effectivement, du développement durable, mais de plus en plus d'entreprises et d'organismes publics les utilisent dans leur plan d'action en développement durable. Par contre, je pense que le problème n'est pas que le développement durable soit nécessairement défini de façon floue, mais c'est que les objectifs qui sont mis en place par les organisations publiques, et on pourrait dire aussi par les organisations privées, souvent sont flous. Alors, dans l'étude qu'on a réalisée avec David, par exemple, on avait observé que la moitié environ des plans d'action de développement durable ne comportaient pas de cibles d'objectifs spécifiques, ce qui est quand même étonnant, étant donné qu'ils sont tenus par la loi québécoise sur le développement durable, donc de fixer de tels objectifs. Et ceux qui le faisaient, je pense dans plus de 80% des cas, c'était tellement flou que c'était non mesurable. Et on a aussi analysé, si vous voulez, les indicateurs de mesure, parce qu'on n'améliore que ce qu'on mesure, hein, comme on dit en gestion. Et alors là, on a observé des choses tellement floues, je ne sais pas, le soutien du ministère au financement d'infrastructures, des choses tellement vagues qui ne sont pas mesurables. Et donc, les indicateurs imprécis et non mesurables, on les a quand même observés dans les deux tiers environ des cas d'indicateurs, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de faire un suivi rigoureux des performances de développement durable. Alors même que ce concept, certes, il est large, mais il y a quand même des principes qui permettent de le concrétiser. Encore une fois, il y a des objectifs du développement durable de l'ONU qui permettent aussi de donner plus de substance. Il y a des normes internationales comme la norme de Global Reporting Initiative qui repose sur des indicateurs extrêmement précis. Et donc, c'est quand même anormal de se trouver dans cette situation où le principe d'imputabilité est très difficile à appliquer. Hein, c'est-à-dire que c'est difficile pour le public de voir dans quelle mesure le gouvernement rend des comptes par rapport à ses engagements, justement parce que les mesures, les indicateurs, les informations sont floues, sont vagues. D'accord.
Un point, peut-être en complément aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au Québec, on a pris une stratégie un peu d'un menu à la carte. Alors, les ministères, les organismes choisissent qu'est-ce que pour eux a du sens. Oui, ils ont certaines actions, certains aspects de la stratégie qui sont obligatoires, mais après ça, ils peuvent choisir qu'est-ce que pour eux a un impact significatif. Ce qui cause souvent un décalage important, puis ce qu'on avait observé aussi en biodiversité. Certaines organisations, on va prendre la Société des traversiers du Québec, vont mentionner qu'ils n'ont pas d'impact sur la biodiversité, mais sur leur site web, ils vont venir, venez observer les baleines de nos bateaux. Et quand on sait tout ce qui s'est passé avec la baleine noire, par exemple, plus d'une vingtaine, plus d'une vingtaine d'individus sont morts suite à des contacts, entre autres avec des bateaux et tout ça, sur une population de 400, on voit immédiatement qu'ils ont un impact potentiel sur la biodiversité. Mais eux n'ont pas jugé que c'était pertinent. Alors, vous voyez, tout ce qui est action, c'est pas juste de prendre des actions, c'est des actions structurantes. Moi, qu'un ministère me dise qu'ils n'ont pas imprimé recto verso, ça aurait été une action pertinente en 1990, mais pas en 2020. Alors, tu sais, c'est juste pour vous mettre un peu en contexte, cette espèce de menu à la carte qu'on dit, ben, prenez ce qui pour vous a du sens ou, ou que vous pouvez intervenir, fait que les gens vont faire des plans d'action basés sur ce qu'ils font déjà et non avoir une vision à long terme. C'est-à-dire, le développement durable, quand on dit est-ce que c'est la définition? Non, moi je pense que le problème, c'est qu'on a une vision court-termiste en se disant qu'est-ce qu'on peut faire d'ici 3 ans au lieu de dire quelle serait l'organisation publique parfaite dans 30 ans. Alors, on a souvent ce problème d'avoir cette vision à court terme en disant on va tenter de tout mesurer, on va s'assurer d'atteindre les objectifs, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des plans d'action adoptés en 2016 et dont la majorité des cibles sont atteintes en 2017, ce qui est très peu structurant au niveau des interventions. C'est sûr qu'il y a d'autres gouvernements qui ont adopté des approches très différentes avec, comment dirais-je, des objectifs qui sont imposés dans les différents ministères, des objectifs plus précis. Mais ce menu à la carte dont parle David, en tout cas la marge de liberté dont disposent les organismes publics pour définir leurs propres objectifs, ou en tout cas adapter les objectifs de la stratégie du gouvernement en matière de développement durable à leur réalité, il s'explique en partie aussi par le fait que ces organismes publics ont des activités très différentes. Bon, si on prend le cas de la biodiversité, dans la préservation de la biodiversité, qui est un des principes de la loi sur le développement durable, ben, c'est certain que, je ne sais pas, pour le ministère des Finances, par exemple, ça aura peut-être moins de pertinence que pour d'autres ministères, comme le ministère justement de l'environnement, la lutte au changement climatique, le ministère des forêts, de la faune et des parcs, etc. Là, il y a plus d'enjeux. Hein. Mais alors, ce qu'on observe aussi, puisqu'on parlait de biodiversité, enfin, un des deux articles dont il est question ici est porté sur la biodiversité, c'est que les ministères pour lesquels ces questions-là sont les plus pertinentes, justement, ils devraient, en principe, rendre davantage de compte par rapport à ces questions. Or là, on observe des lacunes, mais ce que j'observe aussi, c'est que ces ministères-là sont les plus mal lotis en termes de budget. Vous regardez le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, au fil comment dirais-je, des gouvernements, il a toujours eu, disons, entre 0,2 et 0,6% du budget. D'accord? C'est quand même extrêmement peu. Pourquoi ça fluctue comme ça? C'est parce qu'il a changé de nom. Alors, des fois, il a été associé à la faune et au parc, etc. Bon. Agriculture, pêcherie, alimentation, il y a quand même des liens ici avec la biodiversité. C'est un peu plus de 1% du budget du Québec. Le ministère des Forêts, c'est moins de 1%. Actuellement, Faune et Parc du Québec, c'est 0,1%. Donc, vous avez des ministères qui ont très peu de budget. Et comme vous le savez, le gros ministère au Québec, c'est le ministère de la Santé. Même avant la COVID, la crise sanitaire, ça représentait déjà 50% de nos impôts qui allaient là-dedans. C'est énorme. Donc, les ministères pour lesquels certains enjeux fondamentaux, comme la biodiversité, devraient vraiment être intégrés, parce qu'il y a une pertinence, et le concept
materiality en anglais, la pertinence des enjeux de développement durable pour une organisation, ces ministères-là ont peu de moyens. Et donc, selon nous, ils ne rendent pas suffisamment compte non plus de ces enjeux de biodiversité. On ne peut pas nécessairement reprocher au ministère de la Santé de ne pas avoir alloué un budget extraordinairement important sur la préservation de la biodiversité, on s'entend. Il y a aussi d'autres priorités. Donc, il faut aussi voir cette problématique selon l'activité, la mission des différents organismes publics. Il ne faut pas oublier aussi que le Bureau de coordination de développement durable est au sein du ministère de l'Environnement. Mais imaginez le jeu de pouvoir quand que eux vérifient les plans d'action, regardent un peu ce qui est fait. Et après ça, il y a le jeu de pouvoir entre le ministre de l'Environnement qui va voir son collègue, puis il dit ouais, mais il faudrait que tu fasses quelque chose sur le développement durable. Mais l'autre, c'est pas du tout sa priorité. Et à la limite, on se questionne à savoir si ce bureau de coordination est au bon endroit. Est-ce qu'il ne devrait pas être davantage au bureau du premier ministre pour avoir vraiment un aspect beaucoup plus porteur? Alors, c'est des enjeux des fois qu'on réfléchit moins, mais au niveau de la coordination puis du suivi dans le temps, les gens font des efforts dans ces bureaux de coordination-là, mais après, c'est de savoir jusqu'à quel point ils sont écoutés dans les autres ministères et les organismes. Et cette écoute pour le développement durable est très variable. Alors, tu sais, comme on se disait, on a rencontré dans certaines organisations des gens qui étaient responsables du développement durable et qui ne le savaient pas, qui étaient responsables du développement durable. Autant qu'on a croisé dans certaines organisations qui avaient des équipes avec 4, 5 personnes au développement durable. Alors, il y a vraiment, au niveau des budgets, au niveau de la façon que c'est coordonné, que c'est géré, euh, vraiment une panoplie d'approches. Et je pense que c'est important ici de le considérer. C'est beau avoir une loi, mais si on n'a pas rien pour la faire appliquer, c'est difficile après ça Mhm. d'avoir des améliorations réelles au niveau de la performance. Oui, le point que soulève David aussi est très important, à savoir le fait que les personnes qui sont en charge du développement durable, souvent, ils ont des budgets et un pouvoir limité dans l'organisation. Et plusieurs de nos anciens étudiants, je pense à des étudiants du MBA en responsabilité sociale, environnementale des organisations, travaillent dans différents organismes publics comme responsable de développement durable. Et plusieurs m'écrivent en disant qu'ils ont une certaine frustration parce que leur marge de manœuvre est extrêmement limitée. Et il arrive fréquemment que les gens dans ces organisations ne savent même pas qu'il y a un responsable développement durable, ne savent pas qui c'est. Mais ça arrive aussi dans les organisations privées. Il y a eu des études là-dessus qui montrent qu'il y a une proportion inquiétante, je pense plus de 50% des employés qui ne savent pas qui est le responsable développement durable de leur entreprise. Ils ne savent même pas qu'il y en a un. Et c'est un peu pareil dans certains organismes publics. Donc ça aussi, c'est un petit peu inquiétant. En fait, on a un peu parlé de cette question précédemment quand on a évoqué le principe d'additionnalité, c'est-à-dire que ce principe d'additionnalité, il est surtout utilisé dans le domaine des changements climatiques. Pourquoi? Parce que justement, quand les gouvernements accordent des crédits compensatoires aux organisations pour justement l'atteinte de leurs objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, mais il faut s'assurer que la réduction des gaz à effet de serre est vraiment additionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu lieu par rapport au cours normal des affaires et qu'elle n'aurait pas eu lieu sans les incitatifs liés, en l'occurrence, au marché du carbone. Alors, ce qu'on observe, effectivement, c'est que dans bien des cas, les organisations publiques, mais la même remarque s'applique aux organisations privées, vont fixer des objectifs qui sont en quelque sorte déjà atteints ou où il est évident qu'ils vont l'être. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des mesures antérieures dans ce sens-là et parfois des mesures qui d'ailleurs n'ont pas grand-chose à voir avec le développement durable. Si vous voulez, de façon générale, la pollution, c'est une perte de matière et d'énergie. Ça veut dire que c'est des coûts. Lorsqu'on réduit la pollution, en général,
on améliore la productivité, du moins quand on la réduit à la source, si vous voulez. Donc, il y a bien des entreprises qui ont des programmes de renouvellement des investissements qui font en sorte qu'elles atteignent leurs objectifs. Enfin, qu'elles réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, qu'elles réduisent leurs impacts environnementaux. Mais est-ce que c'est lié à des objectifs environnementaux? Pas nécessairement. Vous prenez le cas de l'industrie de l'aluminium. Depuis plusieurs décennies, ils ont des programmes de renouvellement des vieilles salles de cuve. Alors avant, il y avait beaucoup de salles de cuve qui utilisaient une technologie désuète, la technologie Soderberg, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, etc. Et ce programme de renouvellement des investissements, donc qui utilise des systèmes d'électrolyse plus sophistiqués, eh bien, il permet d'émettre moins de gaz à effet de serre. Ce n'est pas le seul avantage, mais est-ce qu'il a été mis en place au départ justement pour lutter contre les changements climatiques? Alors, je ne dis pas que cette question n'a pas été soulevée, qu'elle n'était pas présente, mais il est évident que la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ce cas-là est liée pour une bonne part à des projets qui existaient déjà. Donc, à savoir, est-ce que le principe d'additionnalité s'applique, c'est très discutable, n'est-ce pas? Et je pense ici, il ne faut pas oublier que la reddition de comptes a des avantages au niveau de la communication avec les parties prenantes, par exemple. Mais cependant, la reddition de comptes a également des effets pervers. Et un de ces effets pervers, il y a peu de gestionnaires qui sont prêts, sur un plan de 5 ans, à inscrire dans leur rapport annuel de gestion qu'ils n'ont pas atteint aucun des objectifs. Alors, vous comprenez que tout le monde, eux, des fois, ils veulent se voir aller à plus long terme dans d'autres directions. Moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient responsables du développement durable, qui ont abandonné ces postes-là et qui voulaient quitter ces postes-là parce qu'ils étaient vus comme des freins dans l'organisation et que s'ils voulaient progresser de manière individuelle au sein de leur propre organisation, ils étaient mieux d'occuper d'autres postes que celui de développement durable, qui était vu comme, ben, pourquoi mon projet ne peut pas passer à cause du développement durable? Alors, vous voyez, il attribuait l'échec d'un projet ou l'échec d'une action à cette personne. Alors, quand on prend tout ça en considération et qu'après ça, on demande, souvent, c'est fait par un peu un processus de consultation à l'interne en disant, OK, quels seraient tes objectifs? OK. Mais là, après ça, quand que le document remonte la ligne hiérarchique, souvent, même si les gens à la base avaient de bonnes intentions, des actions structurantes, ces actions sont souvent modifiées. Ou des fois, on donne un coup de hache dans les indicateurs pour dire, ben non, vous allez descendre les attentes, mais ça fait que dans certains cas, on observait que les gens dépassaient de 300, 400, 500% les cibles initiales, ce qui n'a pas de sens non plus. Alors, vous voyez, c'est de dire, est-ce que la transparence est que positive? Ben là, on peut se questionner. Puis qu'est-ce qui est intéressant, particulièrement avec le cas québécois par rapport aux entreprises? Les entreprises le font souvent de façon volontaire. Les rapports de développement durable sont volontaires, tandis que de l'autre côté, au gouvernement, c'est de la divulgation obligatoire, réglementée, mais malgré le fait que ce soit réglementé, ça n'est pas nécessairement meilleur au niveau des données que qu'est-ce qu'on voit dans la divulgation volontaire. Alors, ça soulève des questions au niveau de quelles seraient les solutions pour régler la situation. Ben, on a un petit peu répondu à la question dans le sens où, oui, dans bien des cas, il ne faut pas non plus généraliser. Il faut éviter les généralisations. Il y a des ministères, des organismes publics qui sont plus engagés que d'autres. C'est pareil pour les entreprises. Greenwashing, malheureusement, est extrêmement répandu dans ce genre de documents, à tel point d'ailleurs que quand vous regardez, par exemple, des rapports de développement durable dans des organisations, dans bien des cas, ça ressemble à un album photo. Alors, vous avez des belles photos, souvent d'animaux réputés gentils et beaux. Ça peut être des belugas, des pandas, des baleines, souvent des animaux qui n'ont rien à voir avec l'activité des organisations, mais qui sont là justement faire du greenwashing pour donner une belle image, mais ça manque de substance au niveau des informations divulguées. Sauf que le problème, finalement, c'est que ce n'est pas évident à voir le manque de substance au-delà des apparences que je viens de mentionner, des images, etc. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire avec David, que ce soit au niveau des organismes publics ou des organisations privées,
c'est d'approfondir un petit peu l'information qui est divulguée par les organisations. Est-ce que ces informations, elle est pertinente? Est-ce qu'elle est conforme aux normes? Alors, dans une autre étude qu'on a fait avec David, on a observé un taux de conformité inférieur à 10% par rapport aux normes de divulgation que les organisations étaient supposées appliquer, en l'occurrence le Global Reporting Initiative. Mais c'est un peu pareil au niveau du gouvernement, c'est-à-dire qu'ils sont supposés appliquer un certain nombre de normes de la loi sur le développement durable. C'est quoi le taux de conformité par rapport à cette loi? À notre avis, il est quand même relativement faible. Alors, en l'occurrence, c'est peut-être plus difficile à mesurer. Pourquoi? Parce que cette loi, elle est quand même plus générale que ne l'est, par exemple, des normes comme la norme du Global Reporting Initiative ou des normes sur les systèmes de gestion en environnement comme ISO 14001, où là, on peut vraiment identifier, mesurer, quantifier des taux de non-conformité. Et c'est certain que ce flou, disons, arrange probablement bien du monde, parce que, comme dit un proverbe chinois, c'est quand la marée basse qu'on peut voir ce qui nage sans maillot. Donc, tant qu'il y a du flou, n'est-ce pas, on ne peut pas vraiment voir clairement dans quelle mesure les organisations respectent ou pas leurs engagements et automatiquement, ça ouvre la porte à du greenwashing. Par contre, lorsque l'information elle est relativement fiable, elle est relativement transparente, ben c'est sûr que ça réduit ce greenwashing. Sauf que qui est-ce qui vérifie la qualité de l'information? Donc là, on parle au niveau des organismes gouvernementaux. Donc, c'est le commissaire au développement durable. Quel est le poids de ce commissaire pour faire vraiment bouger les choses? On peut soulever la question. À mon avis, les journalistes et les organismes de protection de l'environnement devraient davantage s'intéresser justement à l'application de cette loi et dénoncer, dans certains cas, il ne faut pas généraliser non plus, mais dans certains cas, des tendances au greenwashing, effectivement. Et un point peut-être essentiel, puis là, on vient d'aborder un peu l'histoire du commissaire au développement durable, mais le commissaire au développement durable a souvent une perspective très comptable. Il regarde, est-ce qu'il y a un plan d'action? Oui. Est-ce qu'il y a un indicateur? Oui. Est-ce qu'il y a une action? Oui. Mais au final, il ne regarde souvent pas la substance même. Est-ce que c'est des actions structurantes? Parce que, à mon avis, quand on regarde un plan d'action, est-ce que c'est du greenwashing, de l'éco-blanchissement? Peut-être que 50 ou 60 des actions qui sont à l'intérieur des plans ne sont tout simplement pas structurantes. Et là, on s'entend, si tu as un mauvais plan, tu vas avoir de la mauvaise reddition de compte. Alors, c'est comme un peu la poule ou l'œuf, c'est de savoir qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'actions qui ne devraient pas se retrouver dans leur plan d'action de développement durable parce que ce ne sont pas des actions porteuses ou structurantes ou qui vont permettre d'améliorer réellement l'intégration du développement durable dans l'organisation à court terme ou à moyen terme. Alors, est-ce que c'est fait de façon claire, nette et précise? Non. Mais est-ce que les plans d'action sont faits de bonne façon? Je dirais non aussi. Certaines personnes nous parlent en nous disant, ben moi, je dois faire un plan d'action, je viens d'arriver dans l'organisation. J'ai fait le plan d'action quand j'étais stagiaire pour l'organisation. Ça démontre l'importance qu'on accorde au dossier. Quand on donne un dossier d'une politique institutionnelle, d'un cadre ou d'un plan à un stagiaire qui doit le faire de façon autonome, vous comprenez que son pouvoir d'action est très faible au sein de l'organisation. Alors, c'est quand on commence à réfléchir à de la façon que sont conçus les plans, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'improvisation. Et après ça, on se retrouve avec du bricolage. On va chercher des actions à gauche et à droite, et ça fait qu'on a des problèmes, oui, qu'on pourrait lier à l'éco-blanchiment, mais on peut également se questionner sur tout ce qui sont les facteurs qui favorisent l'émergence de ces comportements-là. Ici, je vais peut-être nuancer. Je ne dirais pas les organismes publics, mais je dirais certains organismes publics, parce que certains ont des bonnes pratiques et on sent quand même une volonté d'amélioration. Surtout pour la prochaine stratégie, on a reçu plusieurs appels, même pour avoir des conseils pour les aider dans leur plan d'action. Et je pense que c'est important de souligner que plusieurs font des efforts. Est-ce qu'il y a un problème d'exemplarité? Bien, nous, entre autres pour la biodiversité, on le soulignait pour le ministère des Affaires municipales.
en disant, ben, écoutez, si vous n'avez pas d'action structurante, comment vous voulez agir sur l'ensemble de votre réseau après? Comment vous voulez être un porteur d'un dossier aussi important que la biodiversité? Parce qu'on s'entend, biodiversité et aménagement urbain sont deux concepts qu'on peut lier extrêmement facilement quand on parle, par exemple, aussi des milieux humides, de la perte de milieux humides. Alors, mais cette notion d'exemplarité, pour moi, est extrêmement importante pour faire émerger de comportements au niveau du réseau. Le même constat se fait pour le ministère de l'Éducation. Pourquoi dans les écoles, on ne se retrouve pas avec des plans d'action développement durable? Au niveau des commissions scolaires, très peu. Alors, si on n'a pas de plan d'action, si dans nos plans d'action, on n'a pas des actions qui mobilisent notre réseau, je crois que on n'améliorera pas la situation. Et certaines personnes très critiques m'ont dit, bah, c'est normal, on est dans l'administration publique, il faut s'attendre à ce que ça prenne 20 ans pour améliorer la situation, puis que la loi soit réellement intégrée. Mais après ça, il faut se questionner, est-ce que c'est acceptable socialement d'attendre 20 ans, d'attendre 3 stratégies avant de voir réellement des implications de la loi? Bon, et là, ça devient un débat de société, là. Oui, je pense on a abordé déjà la question, hein, n'est-ce pas, des implications, des conséquences du manque d'exemplarité. Actuellement, on ne peut pas dire qu'il y ait des pressions extraordinairement élevées pour pousser à des changements par rapport à l'application de cette loi. Moi, personnellement, je trouve que cette loi, elle a quand même des bénéfices, elle a quand même des avantages. Ce n'est pas tous les gouvernements qui sont dotés d'une loi cadre comme ça, qui demandent vraiment à ce que différents organismes publics mettent en place des plans d'action, un système de reddition de comptes, etc. Donc, le problème, c'est sûr la loi pourrait être bonifiée, mais le problème, c'est plus au niveau de son application et de la volonté, je dirais, politique euh, de l'appliquer. Souvent, les obstacles viennent d'en haut, hein. C'est quoi la volonté du ministre, des sous-ministres et du conseil d'administration de pousser cette dimension? On est en train, avec David, là, de faire une étude. On ne va pas commencer à mentionner les résultats de cette étude, mais on est en train d'étudier les procès-verbaux des organismes publics, justement, qui sont supposés intégrer la loi québécoise sur le développement durable, pour voir dans quelle mesure, justement, le développement durable est à l'ordre du jour des conseils d'administration, qui jouent quand même un rôle important, ça joue un rôle stratégique dans les organisations, comme vous le savez. Et là, on s'aperçoit que c'est assez rarement présent. Alors, ça montre bien que ce n'est pas, la question de développement durable n'est pas suffisamment intégrée au plus haut niveau dans ces organisations publiques. Évidemment, il ne faut pas généraliser. Il y a des organisations publiques qui le font davantage que d'autres. Mais c'est encore très insuffisant et le blocage vient souvent de la haute direction et souvent de perceptions erronées d'ailleurs que, par exemple, des engagements dans ce domaine vont nuire à l'efficacité économique. Alors, cette perception erronée, on la voit encore beaucoup chez les dirigeants, et je dis qu'elle est erronée parce qu'il n'y a pas un domaine qui a été davantage étudié, je crois, en matière de développement durable que les liens entre les engagements de développement durable ou les engagements environnementaux ou les performances dans ce domaine-là et les performances économiques. On ne parle pas ici de centaines d'études, hein, on parle de milliers d'études. Donc, et on voit bien que cette idée de relations négatives entre l'engagement pour le développement durable des organisations et les performances économiques, elle n'est pas fondée. Dans la plupart des cas, elle n'est pas fondée. C'est ce qui ressort de la grande majorité de ces études. Or, beaucoup de dirigeants politiques, on le voit d'ailleurs lors des débats, lors des élections, etc., amènent tout le temps cette dimension économique comme un frein, un obstacle. C'est pas rentable, c'est pas efficace de s'engager là-dedans. Il faut aussi tenir compte des enjeux économiques. Certes, d'ailleurs, l'économie fait partie intégrante du développement durable. Mais il y a un moyen de trouver un équilibre, une balance entre ces trois dimensions du développement durable, donc la dimension environnementale, économique et sociale. L'une ne doit pas être subordonnée à l'autre. Il y a aussi, je crois, à ce niveau-là, besoin de plus de formation, par exemple, de sensibilisation et de formation
au niveau au développement durable, donc au niveau des conseils d'administration et des équipes de direction des organisations.